Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Louis et l'étrange phénomène, épisode 5. Le récit de Louis a pris un nouveau tournant. Il se retrouve à vivre dans une maison où sont organisées régulièrement des cérémonies bwiti. Alors peut-être que pour ceux qui n'ont pas écouté tous les épisodes précédents de Substance, une petite explication s'impose. Le bwiti est un rite initiatique gabonais qui entoure la consommation d'iboga, qui est une plante visionnaire très puissante qui pousse dans la forêt équatoriale. Louis est invité à ces cérémonies bwiti, il y va, et c'est ce qu'il nous raconte dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Normalement, le bwiti, c'est un truc un peu auréolé de secret et tout ça. Mais dans la mesure où moi je suis pas initié, ils m'ont rien révélé qui est censé être maintenu secret. Rien de ce que je vais dire n'est concerné. Ça se passait dans la petite case dans le fond du jardin. Tout début de la veillée, quand t'arrives, l'initiateur il appelle ses initiés un par un. Il leur donne, avant même que commencent les hostilités, si je puis dire, il leur donne une cuillère d'iboga. Et du coup, moi qui n'étais pas initié, qui était ce qu'on appelle un bandzi, c'est un néophyte, vraiment un invité quoi, il m'appelle aussi, et du coup il me donne la même dose qu'aux autres. Et la veillée commence, ça dure un certain temps, il se passe pas mal de choses, c'est beaucoup, donc je suis musicien, ça m'a beaucoup parlé parce que ça tourne beaucoup autour de la musique, de la pratique du rythme, des chants, de la danse, et c'est très riche à ce niveau-là, et puis surtout ça prend ça très au sérieux, ils font pas ça pour s'amuser, ils font ça pour ça vraiment une fonction précise, une fonction rituelle très précise. Et au bout de 4 heures, on arrive vers minuit, et là il réappelle ses initiés un par un, et là cette fois il leur donne 1, 2, 3, 4 cuillères d'iboga. Et il bouffe ça. Et moi, j'étais à côté et je sentais pas la cuillère qu'il m'avait donnée 4 heures avant, je la sentais pas. Du coup, je fais, je peux en avoir aussi? Il me fait, il m'appelle, il me fait, vas-y, viens. Ok. Et là, au moment où je me lève, je sens que j'ai les jambes qui flanchent et tout. Et en fait, je me rendais pas compte parce que j'étais assis pendant tout ce temps-là. Je me rendais pas compte qu'en fait, si, ça montait. C'est juste que ça montait doucement, quoi, mais ça montait quand même. Mais ça montait bien. Et j'y vais quand même. Du coup, je me débine pas, tu vois. J'y vais, je tends la main. Et là, il me met la méga dose, quoi. Comme aux autres. 4 ou 5 cuillères d'iboga. Je mange le truc, c'est infect. C'est vraiment horrible à bouffer l'iboga. C'est dégueu. Et j'avale ça. Je me rasseoir. Et là, c'est l'acte 2 de la veillée qui commence. Et c'est la partie vraiment intense. Ils faisaient brûler une espèce de torche dans la case là, qui empestait. L'air était très difficile à respirer, et puis tu plein de trucs à faire. Et puis le bwiti, c'est très intéressant parce que tu pourrais s'attendre à ce que ça te fasse monter en transe. Parce que tu prends une substance psychédélique et que tu fais des trucs très répétitifs en collectif et tout ça. Sauf que la transe, c'est interdite en bwiti. Dans le bwiti, si tu pars en transe dans le bwiti, t'es viré. Parce que tu dois être en permanence capable de répondre à un stimulus. Par exemple, quelqu'un va dire un truc, il faut répondre à un truc. Quelqu'un va faire un truc, il faut faire tel truc. Tu es obligé d'être totalement présent dans l'instant avec les autres. Et si tu pars dans ton trip tout seul, dans ta transe tout seul, les mecs ils considèrent que t'as plus ta place dans la veillée. Du coup, ça c'est un des nombreux trucs qui m'ont beaucoup marqué et intéressé dans cette pratique-là. J'ai découvert vraiment un truc absolument fabuleux avec le bwiti. Et du coup... Là, ça commençait 1 heure après minuit. Là, ça commençait à monter très fort. Je commençais à voir des manifestations visuelles qui avaient rien à voir avec ce que j'ai pu expérimenter avec d'autres substances. C'était complètement différent. Mais surtout, j'ai eu une espèce de grosse envie de vomir qui est montée. Et du coup, je suis sorti de la case. Et j'ai vomi tout ce que je pouvais. Et puis là, je vois le jardin. Il est complètement illuminé de trucs qui se baladent et tout. Enfin, alors ce qui est particulier par rapport à d'autres substances, c'est qu'avec l'iboga, quand tu fermes les yeux, les visuels, tu les vois plus. Ils les émanent vraiment de ton environnement. C'est-à-dire que la maison, elle était en feu, c'était des flammes bleues qui émanaient un peu des fenêtres et tout, mais si je fermais les yeux, je les voyais plus, quoi. C'était vraiment très particulier. Mais du coup, à ce moment-là, on était en plein hiver, il faisait super froid, et moi, j'étais encore complètement barbouillé, donc
comme ça se passait dans mon jardin, je retourne dans la maison, je me pose un peu dans le canapé en attendant que ça se calme un petit peu et que je puisse retourner faire la fin de la veillée. Sauf qu'à chaque fois que je me relevais, ça tournait trop et du coup j'ai pas réussi à retourner faire la fin de la veillée, je suis allé me coucher. Une fois allongé, ça s'arrêtait de tourner et je pouvais commencer à profiter un peu de l'expérience sans vomir partout et sans... bref, du coup, pour moi la veillée était terminée à ce moment-là. Mais l'expérience vraiment mystique n'était pas encore commencée. Parce que ce que je savais pas, c'est que les effets de l'iboga, j'allais les ressentir pendant 2 semaines après. Et du coup, le lendemain, je retourne voir les gars, le lendemain midi après la veillée. Alors déjà, ce que je trouve assez intéressant, c'est que les mecs me félicitent. Alors que moi, j'avais l'impression d'avoir un peu raté le truc, mais ils me disent mais non, c'est super, c'est exactement ce qu'il fallait qui t'arrive, c'est parfait, t'inquiète, t'as bien géré, c'est super. Donc super, les mecs me rassurent, super bienveillants, tu vois. Et du coup, toute la journée du dimanche, les gars se reposent, on discute, on est ensemble, on bouffe et tout, tranquille, on chill. Et le soir, t'as l'initiateur qui vient me voir dans ma chambre. Moi, j'étais en train de comater un peu, mais j'avais toujours pas réussi à dormir. Il vient me voir et il m'explique un truc très important sur le bouti. Et sur la mystique en général, mais en particulier sur le bouti. Il me dit, tu vois, tout ce que tu as vu pendant la cérémonie, tous les chants, les danses, les rituels, tous les trucs, cette attention, ce soin apporté, cette rigueur et tout ça, il me dit tout ça, ça sert à rien. Ça a strictement aucune utilité en dehors du seul fait de conditionner ton mental à travailler efficacement dans le monde des esprits. Ce qu'il appelle le monde des esprits, évidemment, c'est ce à quoi tu accèdes avec cette pratique-là. Et moi, sur le moment, je comprends pas totalement ce qu'il veut dire. Je crois comprendre, mais je comprends pas totalement. Et du coup, le lendemain, je réussis enfin à dormir. J'avais rendez-vous chez le Toubib à 13h. Et j'avais mis mon réveil à 13h parce que je n'avais pas du tout réussi à dormir de la nuit. Et j'ai réussi à dormir que entre 10 et 13h. Et pendant ce laps de temps, j'ai vécu la deuxième expérience mystique majeure de ma vie, qui a pris la forme d'un rêve, cas d'une expérience onirique, mais c'était pas du tout un rêve d'une nature ordinaire, c'était complètement différent. Ce rêve-là, c'était une espèce de succession de petites fables qui mettaient en scène des personnages dans une espèce de lieu, dans une espèce de village un peu bizarroïde. Et il y avait plein de petites fables qui se succédaient comme ça, et qui avaient la particularité d'avoir une dimension poétique complètement surnaturelle, complètement surhumaine. C'était vertigineux de beauté en fait. Et quand je me suis réveillé, j'ai explosé de rire, j'ai eu un fou rire, parce que la dernière fable était drôle, c'est un truc vraiment débile, un peu dark, mais c'est un peu de l'humour un peu noir, mais c'était quand même très drôle. Et du coup, j'ai explosé de rire. Et après, j'ai commencé à me remémorer le rêve dans son intégralité. Et là, j'ai fondu en larmes. Je hurlais de pleurs dans mon lit, mais je pleurais d'émerveillement en fait. Je pleurais de joie et d'émerveillement de réaliser qu'une telle expérience était possible pour la conscience. Bon, après l'iboga continuait d'agir pendant 2 semaines quasiment. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, j'étais à fleur de peau, j'étais hyper sensible. Je pouvais fondre en larmes en écoutant de la musique, en regardant un film, juste parce que un plan était beau esthétiquement, ça me faisait pleurer, quoi. Ça me faisait vraiment... j'étais hyper sensible et puis je me mettais à cogiter dans tous les sens. J'avais plein de... L'iboga, ce qui est très particulier, c'est que tu as accès à des souvenirs enfouis de façon très nette, avec une certaine distance émotionnelle, et en même temps, tu as c'est comme si tu avais l'explication du pourquoi et du comment. Alors qu'avec l'ayahuasca, j'avais pas du tout eu ça. Avec l'ayahuasca, ça m'a emmené dans un ailleurs radical, sans aucune explication et sans rien. Là, l'iboga, c'était au contraire très ancré sur mon vécu, sur cette vie-là, sur mon existence, et avec une explication à chaque fois. Et du coup, à chaque fois, ça me permettait de cogiter, d'aller toujours plus loin dans la réflexion, dans l'introspection. Et à un moment, ça allait un peu trop loin, un peu trop vite, un peu trop fort, ça m'a un peu fait flipper, surtout que je savais pas à ce moment-là que ça durait des jours et des jours. Finalement, ça s'est stabilisé, mais j'ai compris en fait que le bouti, ces cérémonies-là, elles permettent justement de poser un cadre qui est absolument nécessaire
pour que ton esprit ne parte pas justement dans tous les sens pendant que tu travailles avec l'iboga, mais juste au contraire pour que ce soit cadré sur des choses qui vont te servir pour ta vie, qui vont te servir pour avancer, parce que le but du Bwiti et de cette pratique-là, c'est de faire en sorte que l'individu et la société soient plus en harmonie ensemble et avec le monde, avec l'existence, avec l'environnement. Et du coup, ça a une vraie fonction pratique. Et alors le truc vraiment très très bizarre que j'ai pas capté sur le moment, quelques semaines plus tard, j'ai un peu pété les plombs dans la boutique de CBD là. J'avais plus du tout envie de faire ça parce que là j'habitais pas plus à Paris, j'habitais en province. Je faisais le trajet en train qui normalement était censé faire 50 minutes aller, 50 minutes retour. Sauf que là, comme il y avait des travaux à cause des JO et tout ça, bah, c'était plutôt, je tapais plutôt 4 heures de transport par jour. Avec les bus de substitution, les machins et tout, c'était l'enfer. Du coup, j'avais plus du tout le temps pour pratiquer la musique et j'avais plus tout le temps pour rien. C'était vraiment juste, je me levais, j'allais bosser, je rentrais et j'allais me coucher. Et j'ai pété les plombs, je me suis dit, je vais pas attendre d'avoir 40 ans pour me remettre à faire de la musique. Je me vois pas moisir avec un vieux CDI, avec un vieux SMIC comme ça pour rien. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai démissionné. Et le lendemain de ma démission, j'ai un pote qui m'appelle, qui lui veut monter un spectacle, qui me propose de travailler avec lui sur la musique de son spectacle. Et je dis, ah, c'est marrant que tu m'appelles pour ça parce que moi là je viens de démissionner et je veux me remettre à la musique, mais j'ai quasiment zéro plan. Et d'ailleurs, je sais même pas comment je vais faire pour payer mon loyer et tout ça. Et lui, il me dit que si je veux, il y a une chambre de libre dans sa coloc, fin fond de l'Aveyron, donc avec un loyer vraiment dérisoire. Et moi, ça faisait un moment que j'avais envie de partir de Paris, que ça avait pour moi plus aucun sens de vivre dans une grande ville comme ça. Et, bon, même si là, à ce moment-là, j'habitais plus vraiment en ville, mais je sentais que je n'allais pas rester là vitam aeternam. Et du coup, j'accepte le plan. Et en juin dernier, je vais passer quelques jours là-bas, dans ce village-là, où j'habite maintenant aujourd'hui, en repérage. Et là, arrivé dans ce village, je tombe des nues complètement, parce que le village, c'est exactement le lieu où se passait le rêve que j'ai fait après l'Iboga. Avec la même place, avec la rivière, le pont, le même lieu. Et en plus, je me souviens d'une des fables de ce rêve-là, qui mettait en scène deux gars qui vivaient dans une baraque, qui était un athlète, une espèce d'athlète qui faisait de la muscu en boucle et tout, et l'autre qui faisait de la musique. Il se trouve que mon coloc actuel, il est coach sportif. Et pendant ce court séjour en juin dernier, à un moment, j'étais à la terrasse où beaucoup de choses de mon rêve se passaient d'ailleurs, avec mon coloc actuel et un pote à lui, et je leur raconte du coup cette expérience, je leur raconte ces rêves-là. Et je leur raconte les différentes fables, et à un moment, je leur en raconte une, et les mecs, ils se regardent, et ils s'explosent de rire. Je leur fais, qu'est-ce qui vous fait marrer? Et ils me disent, bah en fait, l'histoire que tu racontes, c'est un mec du village. Parce que moi, je connaissais rien, tu vois, j'ai fait ce rêve-là et tout, et je connaissais rien de ce village, tu vois. Et alors, je retourne à Paris, et quelques semaines après, je participe à une conférence, pas une conférence, mais une espèce de rencontre organisée autour de l'Iboga par la SPF. Et l'intervenant, à un moment, il raconte son expérience personnelle, et il raconte que lui, après sa première expérience avec l'Iboga, il a rêvé qu'il était en prison. Et ça l'a fait un peu flipper parce que lui, on lui avait raconté que des fois l'Iboga pouvait, se disant, te révéler des éléments de ton avenir et tout. Et sauf que lui, ça s'est manifesté d'une autre manière, c'est que il s'est retrouvé à travailler dans une prison à faire des stages de déradicalisation, pardon. Faire des stages comme ça. Et du coup, il avait rêvé de ça avant que ça se concrétise. Et du coup, quand il a raconté ça, moi, je me suis rappelé de mon rêve et de ma propre expérience avec ça. Je fais, ah ouais, il y a quelque chose d'intéressant là. Mais du coup, j'ai aucune explication rationnelle à ça. Je sais juste que bah, c'est mon vécu. Là aujourd'hui, j'habite du coup dans ce village-là. Et à chaque fois que je me balade et que je regarde autour, c'est un super beau village hein, dans l'Aveyron et tout. Chaque fois que je regarde autour, je me dis mais c'est vraiment là que se passait mon rêve quoi. Après, j'espère que tout ce qui se passait dans mon rêve ne va pas se concrétiser parce qu'il n'y avait pas que des trucs, il y avait des trucs un peu rudes des fois.
Mais voilà, c'est la deuxième expérience mystique majeure que j'ai eue, c'était ça. Bon, après ça, j'ai fait quelques autres, j'ai peut-être fait 7 ou 8 veillées en tout avec les gars. Comme ils venaient toutes les 2 semaines, de toute façon, moi ça m'intéressait, je les faisais avec eux. Mais les autres fois, elles étaient moins intenses. J'ai jamais repris une dose comme la première fois. Et les autres fois, je m'intéressais aussi à d'autres éléments, l'aspect musical, l'aspect symbolique. Et puis voilà, j'ai pas été initié. J'ai sans doute la possibilité de le faire un jour. Pour l'instant, c'est pas dans mes priorités, mais en tout cas, c'était une rencontre complètement improbable, mais qui s'est produite quand même. C'est-à-dire que le Bouti, il est venu à ma rencontre, quoi, littéralement. J'ai pas eu besoin d'aller au Gabon pour aller chercher à rencontrer des gars, et c'est arrivé complètement. Alors, quand je dis ça, on me dit ah, mais il n'y a pas de hasard. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ouais, c'est arrivé complètement de façon fortuite comme ça, quoi. Moi, avec l'ayahuasca, j'ai pas découvert une pratique mystique, j'ai découvert la potentialité. J'ai eu une expérience mystique qui m'a ouvert à cette potentialité-là, mais le bouddhisme, c'est une vraie pratique. C'est-à-dire que c'est un truc de chasseur-cueilleur, ça a des millénaires d'existence sans doute, et les mecs ont développé ça pour un but précis, quoi. Et du coup, c'est très 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 sophistiqué, c'est très très élaboré, c'est vraiment très complexe, hein. Franchement, je comprends pas encore grand-chose. J'ai fait quelques veillées avec eux. J'ai essayé de. Bon, quand tu poses des questions, les mecs sont bienveillants, ils t'expliquent, hein, ils t'expliquent ce que tu as envie de savoir et tout ça. Mais tu sens que c'est. Là, pour le coup, si tu veux rentrer vraiment là-dedans, faut apprendre la langue, faut apprendre la symbolique, faut vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, faut vraiment rentrer dans le truc, quoi. Et quand t'es un occidental, ce truc-là, c'est tellement, tellement éloigné, c'est tellement aux antipodes de tout ce qui constitue ton quotidien ordinaire que enfin, des fois, à plusieurs reprises dans les veillées, je me regardais en me disant mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Qu'est-ce qui est en train de se produire là en ce moment là, c'est quoi le délire, quoi, parce que c'est impressionnant, hein, une cérémonie comme ça. C'est très impressionnant, mais c'est très très intéressant, et moi je regrette vraiment que dans notre culture occidentale moderne, on ait complètement perdu contact avec ne serait-ce que la potentialité de ces choses-là. Et je pense que, pour conclure, je pense que là aujourd'hui l'humanité elle en est à un stade où soit elle est amenée à disparaître, ou au moins à régresser très brutalement, très bas, et ça va faire mal. De toute façon, on va devoir passer par une phase comme ça. Soit, si on ne veut pas disparaître, il va falloir évoluer. Et cette évolution, elle se fera pas sans renouer avec certaines choses que certains peuples et que certaines cultures n'ont jamais totalement banni de leur pratique, de leur conception, qui permet justement d'avoir un rapport responsable en fait au monde, à soi-même, et à l'environnement, et à la société, et que dans la culture occidentale moderne, on n'a plus du tout. Et c'est ainsi que se termine le récit de Louis. Je conclurai en racontant un trip report que j'ai lu sur le site psychonautes.fr, qui est un forum consacré à la consommation de psychédéliques principalement. Et donc à quelques mois avant d'interviewer Louis, j'avais lu ce trip report qui raconte à peu près la même chose que ce que raconte Louis. C'est assez étonnant. C'est-à-dire, c'est une personne qui a fait un trip mystique après avoir pris une dose massive d'ayahuasca. Alors c'était pas précisément de l'ayahuasca dans son cas, c'était un analogue, c'est-à-dire qu'il avait pris un IMAO chimique et du DMT, et une dose vraiment énorme, vraiment absurde. Et donc il vit une expérience mystique, un breakthrough, comme disent les consommateurs, donc une percée, et il est content parce qu'en fait c'est ce qu'il cherchait. Il avait vraiment cette intention de vivre cette expérience mystique, donc il est à la fois content, mais il vient expliquer son expérience quelques jours après l'avoir vécue. Et il raconte vivre des effets qui sont assez similaires à ce que raconte Louis, c'est-à-dire des espèces d'orgasmes. Lui, il décrit ça comme des espèces d'orgasmes, mais non érotiques, en fait, qui ne viennent pas en fait d'une stimulation érotique. Ça n'a rien ni de sexuel, ni c'est pas non plus d'ordre fantasmatique ou quoi que ce soit. C'est vraiment une sorte d'orgasme particulier, et qu'il peut déclencher presque à volonté. C'est-à-dire qu'il se met sur son lit, il se détend, et il peut en quelque sorte déclencher un espèce d'orgasme spirituel. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant en fait que ces deux expériences se ressemblent à ce point-là.
Bon, deux expériences, c'est pas suffisant pour en tirer des conclusions, mais je trouve personnellement que c'est suffisant pour éveiller en tout cas ma curiosité. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Dans le prochain, ça sera donc un nouveau témoin qui viendra nous raconter son histoire. D'ici là, portez-vous bien.